étudiante présentée par Massard de Strasbourg qui va nous exposer l'échange d'étudiants au transfert de technologie, l'exemple de la Russie. Monsieur Massard. Bien, merci Monsieur le Président. Chers maîtres, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de cette séance, avec une pensée particulière pour le vice-président, de m'avoir confié cet exposé. Et où est-ce qu'il est, le slideshow là-dessus? Pardon. Non, ah oui, non, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Donc, je voulais d'emblée déclarer un conflit d'intérêts que je reconnais. Je parle de la Russie avec plus de passion que de raison. La raison profonde, c'est que j'ai commencé à apprendre le russe il y a une quarantaine d'années dans un contexte doublement paradoxal. Un, je n'ai jamais été communiste. Et deux, à l'époque où j'ai commencé à apprendre, en dehors peut-être de Madame Carrière d'Ancos, le général de Gaulle étant déjà décédé, personne ne pouvait prévoir la chute de l'Empire soviétique. Alors comme introduction, je voudrais situer les choses dans le contexte. La coopération franco-russe en médecine fête ses 200 ans. Voici le palais de la famille Sheremetyev à Moscou, où l'on soignait en 1812 des blessés russes, des blessés français, par des chirurgiens qui étaient tantôt russes, tantôt français. Ce site abrite depuis une vingtaine d'années l'Institut Sklifosovski, qui est l'hôpital d'accueil des urgences de la ville de Moscou. Donc le site a gardé quelque part sa destinée donnée par son propriétaire. Alors, comment expliquer une motivation pour travailler en Russie? Notre presse bien pensante nous dit que c'est la pays de l'hiver, de l'alcoolisme, de la répression sans pitié et du crime organisé. Eh bien, je n'ai pas de raison particulière tirée des cieux. Je vais vous dire simplement mon sentiment. Mon sentiment était, quand j'ai découvert il y a 15 ans la Russie post-soviétique, qui avait une collision monumentale entre l'héritage scientifique et culturel du pays et le savoir-faire des médecins et les conditions dans lesquelles ils exerçaient leurs arts. Je pense que ces quelques photos d'époque parlent pour elles-mêmes. Et c'est ainsi que j'ai vu opérer des collègues à la fin des années 90, début des années 2000, dans des circonstances qui dataient d'un siècle, puisque fin 19e, l'immense Répine dessinait ce tableau. Alors, comment est-ce que nous avons travaillé? Eh bien, il y a eu plusieurs chapitres là-dedans. Je passe sur l'aide matérielle qui n'est pas dans le sujet de la journée, encore que les histoires de contrebande d'une demi-douzaine d'années méritent d'être racontées un jour. Nous avons développé le programme essentiellement sur un échange bilatéral d'étudiants deuxième et troisième cycle. Nous avons eu la chance de décrocher plusieurs programmes de construction universitaire Tempus et finalement nous avons pu, comme l'ont montré les orateurs précédents, développer un peu le savoir-faire sur place à l'exemple de la transplantation thoracique. Alors, je vous montre une base qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche. C'est un cadeau qui nous a été laissé par notre précédent président de CME. Magnifique instrument de travail. Deuxième personne clé au pluriel, un doyen jeune ouvert sur la coopération internationale qui a eu 2 décanats de suite, Bertrand Lude, flanqué de M. Vicente, directeur des services administratifs. Le doyen Lude et moi-même, quand nous sommes inscrits en faculté, M. Vicente était déjà en place. Et ce qui nous a amené à faire une dizaine d'accords de coopération avec des universités réparties sur le territoire. Il faut aussi citer notre directeur général, M. Guillot, qui a signé un accord hospitalier avec les hôpitaux de Omsk, ce qui nous a permis d'aller dans le sens de l'échange d'internes. L'époque demande une transparence sur le plan des financements.
Donc nous avons travaillé essentiellement avec des bourses d'État où, vous avez reconnu mon accent, mon pays d'origine est un peu plus généreuse que la République. La Commission européenne nous a soutenus pour les programmes Tempus. Aussi curieux que ça puisse paraître, nous avons eu des financements de l'OTAN et nous avons créé une ASBL pour des raisons fiscales à Luxembourg qui collecte des fonds pour soutenir cette coopération. Ensuite, nous sommes appuyés sur des grandes figures locales avec au premier chef l'académicien Perelman, ex-chirurgien-chef de l'Union soviétique, et puis des grandes figures comme Yuri Nikolaevitch Levachov à Saint-Pétersbourg, Mikhail Ivanovitch Davidov, oncologue en chef de Russie, et l'idole de ma maturité, si je peux dire ainsi, Vladimir Paranov de Krasnodar, et nous y reviendrons. Très important dans ces pays-là, c'est la médiatisation de ce qu'on fait, bien sûr sous le contrôle vigilant des autorités locales. Et puis, il ne faut pas oublier que le pont entre les peuples, c'est notre corps diplomatique. Vous nous voyez ici à table avec les représentants des ambassades de France et de Luxembourg à Moscou. Visite de nouveau de l'ambassadeur de Luxembourg. Visite des hôpitaux. Un nouvel ambassadeur du Luxembourg. On en a vécu quelques-uns déjà. La conseillère pour les affaires sociales de l'ambassade de France. Et puis, il ne faut bien sûr pas oublier les consuls généraux de la Fédération de Russie à Strasbourg. Alors, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Premier chapitre, échange d'étudiants. Cet échange concerne essentiellement l'Académie médicale de Omsk, qui a démarré en 2004, grâce à la mise à disposition de bourses par l'ambassade de France à Moscou. Alors là, il y a un intrus sur la photo, la petite blonde troisième de gauche, elle a un passeport luxembourgeois. Ces étudiants viennent faire la 5e année de médecine à Strasbourg, sont sélectionnés sur leur francophonie, bien évidemment, et s'ils réussissent leurs examens, ils intègrent la 6e année à l'Académie médicale de Omsk. Le doyen a insisté sur un échange bilatéral, donc voici la première génération des étudiants que nous avons envoyés en stage d'été à Omsk. Et bien évidemment, en tant qu'enseignant responsable, j'ai eu mission d'aller vérifier si tout se passait bien. Voici d'ailleurs une séance particulièrement touchante où il y a ceux qui sont revenus de France, ceux qui vont partir et les étudiants en poste à Omsk, les nôtres. Une autre génération d'étudiants qui là servaient d'interprète à l'accueil d'une délégation russe. Et puis là, nos étudiantes qui se sont bien amusées dans une partie de pêche avec un grand garçon qui était étudiant de 5e année à Strasbourg et qui, grâce à nos accords, a pu revenir en tant que faisant fonction d'interne. Alors, pour résumer tout ça, nous avons formé 30 étudiants en 5e année avec des pertes raisonnables. C'était la crainte des recteurs post-soviétiques que les jeunes n'allaient pas revenir. Il y a une jeune fille qui est restée en France, donc ça fait moins de 5%, donc ce n'est pas significatif sur le plan statistique. Nous avons envoyé près de 15 étudiants de Strasbourg à Omsk, qui sont tous revenus en pleurant, tellement ils ont été bien accueillis. Et nous avons eu 5 étudiants de Omsk qui sont revenus pour travailler en tant que faisant fonction d'interne aux hôpitaux de Strasbourg. Alors ensuite, deuxième chapitre, c'est les programmes Tempus. Les programmes Tempus, c'est des programmes de construction européenne financés par la Commission de Bruxelles, qui vise les États partenaires non membres de la Communauté européenne, avec 2 contingents, l'un qui est l'espace post-soviétique et l'autre qui est Proche-Orient-Maghreb. Le but étant d'introduire les accords de Bologne et d'adapter un petit peu les pratiques universitaires, ce qui est plus difficile en médecine qu'ailleurs. Premier projet que nous avons mené de 2007 à 2009, visait le développement de l'enseignement de l'oncologie à Omsk. Vous voyez ici le déroulement du programme, le nombre de mobilités que cela a concerné, donc, ce qui a permis à un certain nombre de seniors de se former à nos pratiques et aux nôtres de découvrir un peu la médecine ailleurs. Les effets collatéraux étaient la création d'un registre des cancers, important pour les études épidémiologiques, et la mise en place d'un réseau de télémédecine. Quelques photos de mission qui n'apportent pas grand-chose de plus, sauf à faire la transition avec un deuxième projet Tempus que nous venons de clôturer en octobre 2012, qui cette fois-ci était
avait une ambition différente. Il s'agissait cette fois-ci de former les formateurs. Et l'assise était un peu plus large puisque nous avons travaillé avec 6 universités russes, 4 universités européennes en partenariat avec le ministère de la Santé. Alors, pour le chirurgien, bien sûr, le chapitre le plus passionnant, c'est le transfert de technologie. Alors, première grande aventure, c'était la mise au point de la première transplantation bipulmonaire de Russie, programme qui a été mené de main de maître par l'académicien Tchoutchalin, pneumologue chef de Russie, et c'était quelque part un retour à une certaine justice. La transplantation pulmonaire sur le plan expérimental en France est accordée à Henri Métras à Marseille, qui a commencé ses travaux au milieu des années 50, alors que de l'autre côté du rideau de fer se trouvait un chercheur répondant au nom de Demikov, qui lui a commencé ses expériences de transplantation dès le lendemain de la Grande Guerre patriotique. Et quand les Européens, les Américains ont commencé à s'intéresser à la transplantation des organes thoraciques, lui-même avait déjà franchi le pas, il s'intéressait à la transplantation du cerveau. Voici le chien qui apparemment aboyait de ses 2 têtes. Monsieur Tchoutchalin a appelé ce projet l'opération Demikov. Il y avait une année de préparation avec des visites de part et d'autre, des consultations, on a vu des dizaines de patients pour constituer une liste d'attente, et puis finalement la première greffe le 1er août 2006. Alors voici déjà 3 ans après, la patiente au milieu, 2 médecins qui l'entourent, qui ont l'air un peu stressés pour une raison bien particulière, c'est qu'on était sur le backstage du théâtre de l'Armée Rouge, où nous avons eu l'honneur du prix du meilleur médecin de Russie. Alors ensuite, deuxième chapitre, transplantation cardiaque, Central Mazov de Saint-Pétersbourg. Vous voyez dérouler des opérations avec de nouveau des visites d'experts, des séminaires dédiés. Et là encore, retour juste sur les lieux. Je vous montre la photo d'Alexandre Wisniewski, qui était chirurgien cardiothoracique, disons, pionnier. Il a commencé sa carrière en tant que médecin militaire, en étant chef des corps sanitaires de l'armée au moment de la bataille de Berlin, où il a d'ailleurs sauvé Sauerbruch de la prison. Et quand il a réintégré la vie civile, il souhaitait faire une transplantation cardiaque au début des années 70. L'académicien Petrovski, lui-même chirurgien, lui a dit qu'il n'en est pas question, que s'il y avait une première affaire, c'était à lui de la faire, et que le citoyen soviétique n'avait pas besoin de ces bêtises nord-américaines. Du coup, il est allé voir le ministre de l'Armée avec son ticket d'officier de réserve. Il a dit « Monsieur le ministre, le monde entier se moque de l'Union soviétique parce que nous ne faisons pas de transplantation cardiaque. » Le ministre lui a demandé « Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour le faire ?» Il m'a dit « Votre autorisation, monsieur le ministre. » Et donc, il l'a eu. Ils ont pris le malade sous le bras, train de nuit à Leningrad, et ils ont fait la transplantation à l'hôpital militaire de Leningrad. Malheureusement, comme beaucoup de patients à cette époque-là, ça s'est mal terminé. Et donc, pour bien faire, il y a une certaine complicité où il faut reconnaître son tribut dans cette aventure à Bernard Eisenman, qui a dirigé la chirurgie cardiaque à Strasbourg, qui a mené un premier succès le 26 janvier 2010. Alors, troisième aventure et dernière, pour ne pas trop prolonger l'exposé, construction d'un programme de transplantation pulmonaire à Krasnodar. Chez mon ami Pakhanov, où on a travaillé pendant 1 an pour monter le programme. On a utilisé d'ailleurs des techniques de pédagogie moderne, la simulation, ça s'appelle maintenant. Nous, quand on était interne, on appelait ça la dissection de cadavres. Et puis la première greffe le 17 décembre 2010, avec un patient qui, vous voyez, se portait fort bien. Alors, quelques éléments de discussion. Je voulais juste décrire un peu la témérité du coopérant qui demande un certain courage, puisque la Russie a une certaine réputation, donc en voiture. Alors, au départ, ça a l'air anodin, on enseigne, on opère, on fait la visite, on discute avec les collègues. Ensuite, on est quand même un peu soumis au poison de la vie moderne, que ce soit les fameux chachlik, vous voyez comment ça se prépare, c'est appétissant.
la boisson qui va avec, qui parfois est dans des emballages particuliers. Ici, avec Marc Lascar de Limoges, il faut participer au folklore local et à la rencontre avec les animaux sauvages. Je sais d'ailleurs pas lequel, monsieur Jacques, lequel est le plus sauvage des deux, l'ours ou le monsieur à côté. Et ensuite, les fameux bains russes, enfin là je passe, c'est censuré. Ensuite, il y a quand même des effets collatéraux bénéfiques aussi. Il y a la naissance de la chirurgie cardiaque à Krasnodar, qui est sortie du néant, il n'y en avait pas. Et actuellement, c'est un centre qui tourne à plus de 2000 cœurs ouverts par an, plus de 10 000 coronarographies par an, et la mortalité dans la région a baissé de 50% en quelques années. Voici l'ouverture du centre avec M. Seleznyov, qui était à l'époque le speaker de la Douma, quelques petites vues de l'intérieur de l'hôpital. Vous voyez, ça a l'air à peu près comme chez nous, peut-être un peu mieux. Chirurgie congénitale comme chez nous. Autre exemple à Omsk, le gouverneur, à un moment donné, comme tout bolchevique reconverti, a reconstruit la cathédrale qui a été explosée en l'air en 1936, mais en même temps, il a aussi une pensée émue pour le centre anticancéreux qui a été refait. Voici le chantier des lits de fortune pendant quelques semaines pour aboutir à un résultat tout à fait appréciable. Alors, ça c'est un peu le point intermédiaire où nous en sommes. Bien évidemment, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer à travailler. Les deux prochaines choses sur le grill, c'est un nouveau projet Tempus que nous devons finaliser pour le mois de mars. Il s'agit cette fois-ci d'un projet ayant attrait au contrôle de qualité et à l'accréditation des universités. Nous sommes branchés en partenariat sur le ministère de la Santé russe. Et ensuite, un deuxième projet un petit peu ambitieux, création d'un centre franco-russe d'oncologie à Omsk, à la demande du gouvernement local. Donc l'ouverture devrait avoir lieu le 13 mai 2013. Voilà, il me reste à vous faire quelques conclusions. Ce que ces travaux ont apporté pour l'institution, et il ne m'appartient pas de juger, n'étant ni président de CME, ni doyen, ni directeur général de l'hôpital. Je vais donc dire de façon tout à fait égoïste, comme le disait M. Reinberg, je pense que c'est des projets où on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Et ce que j'en retire, c'est un certain nombre d'amitiés très fidèles. Et je voudrais rendre hommage surtout à deux personnes. Donc là, vous voyez vraiment qu'on a vieilli ensemble, si vous comparez les deux photos. Vladimir Pakhanov de Krasnodar, dont on partage les peines et les joies. Et puis l'autre, c'est Victor Kosenok à Omsk. Pareil, on a aussi quelques loisirs ensemble. Et avec un petit pincement au cœur, je suis très content que le virus que j'ai attrapé il y a 40 ans a sauté une génération, puisque manifestement ma fille accroche bien avec le pays aussi. Donc je vous remercie de votre attention et suis à votre disposition pour en discuter. Merci beaucoup. On va tout d'abord donner la parole à Grunewald pour son intervention. Merci. Merci au président et à Philippe Marre de m'avoir demandé d'intervenir après Gilbert Massard. Je peux vous dire que j'ai déjeuné avec lui et que le téléphone a sonné pendant le déjeuner. Il s'est mis à parler en russe pendant 20 minutes. Je dois reconnaître que ce qu'il nous a dit est parfaitement exact. Il parle très bien le russe. Enfin, si j'ai bien reconnu, c'était du russe, parce que je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Alors, mon petit commentaire va aborder un aspect un peu différent, bien que je vais aussi vous parler des pays de l'Est. Je vais vous parler de l'invasion roumaine dans les hôpitaux de Paris par de jeunes médecins qui viennent progressivement coloniser, en particulier les services de chirurgie thoracique. Alors, tout le monde sait que la Roumanie fait partie de la communauté européenne et qu'à ce titre, les étudiants peuvent obtenir assez facilement, par le jeu des équivalences, des postes de faisant fonction d'interne dans nos départements.
En chirurgie thoracique, pour des raisons multiples que je ne vais pas développer ici, il y a quand même un petit manque de candidatures et nous avons du mal à trouver des internes qui s'intéressent en début d'internat ou même plus tard à la chirurgie thoracique. Donc cette désaffectation est une sorte d'appel d'air pour les étudiants étrangers et particulièrement pour ceux de la communauté européenne qui peuvent venir se former chez nous. Alors tout le monde sait aussi que la Roumanie est quand même avec la Bulgarie un des pays les plus pauvres de la communauté des 27 actuellement et qu'aujourd'hui il y a une grande difficulté pour les jeunes médecins roumains à pouvoir s'insérer dans leur pays après avoir terminé leurs études et en particulier dans les spécialités un peu pointues comme la chirurgie thoracique où il y a peu de centres pour les accueillir. Une autre particularité des étudiants roumains, c'est qu'ils parlent extrêmement bien le français, parce qu'en général, ils ont appris cette langue à l'école et qui n'ont aucun mal à venir en France et à s'exprimer. Par ailleurs, vous savez très bien qu'il y a des facultés roumaines qui accueillent des étudiants français qui n'ont pas pu passer le concours de première année et qui vont terminer leurs études là-bas pour transgresser le numerus clausus qui existe en France, ce qui fait qu'en Roumanie, on peut aussi s'exprimer en français. Alors parallèlement, on sait qu'on manque de médecins et de chirurgiens et il y a des postes de chefs de clinique qui sont disponibles, en particulier dans la chirurgie thoracique. Alors pour parler de quelques chiffres, en Roumanie, chaque année, il y a 3 à 4 000 jeunes médecins diplômés qui vont passer le concours d'internat. Et malheureusement, il y a 3 candidats pour une place d'interne en médecine et 10 candidats pour une place d'interne en chirurgie. Donc c'est à peu près 25% des étudiants roumains thésés qui vont pouvoir continuer leur carrière hospitalière là-bas. À la fin de leur internat, la moitié d'entre eux environ va trouver un poste de praticien hospitalier et les autres sont obligés de se débrouiller. Beaucoup d'internes choisissent alors de partir à l'étranger pour approfondir leur formation, voir d'autres façons de travailler, et puis beaucoup parce qu'ils ont un grand sens de l'aventure et de la découverte. Ils recherchent une expérience professionnelle, mais aussi culturelle et humaine. Initialement, ils viennent chez nous un peu par aventure, et puis petit à petit, ils se prennent au jeu, ils apprécient, et beaucoup réussissent à s'insérer et à se faire une place dans notre milieu. Il leur faut franchir beaucoup d'obstacles, en particulier administratifs, et je peux vous dire que j'en ai aidé un certain nombre à franchir les obstacles ministériels d'intégration, de visa, etc. C'est très compliqué. À leur arrivée en France, ces étudiants apprécient beaucoup la compétence de leurs collègues français, ils apprécient notre façon de travailler. Ils nous regardent, ils nous aiment beaucoup et ils trouvent notre pays magnifique. Alors là, je vais citer quelqu'un. Certains d'entre eux ont la chance de trouver l'amour de leur vie. Donc tous les ingrédients de la vie en rose sont réunis pour rester. Je me demande qui peut tourner le dos à tout cela. Fin de citation. En fait, il s'agit de ma chef de clinique. Juste une toute petite anecdote. Pour louer son appartement, elle s'est fait accompagner par mon agrégé, Jalal Aswad, que vous connaissez bien. Jalal l'a emmenée parce qu'elle avait peur de se faire avoir en signant son bail. Eh bien, elle a épousé son propriétaire. Donc, je ne sais pas lequel des deux s'est fait avoir, mais en tout cas, elle est maintenant parfaitement insérée. Donc, actuellement, j'ai donc cette chef de clinique dans mon service qui me donne toute satisfaction, qui est en train de devenir un excellent chirurgien et que j'espère bien pouvoir transformer en PH prochainement. J'ai 5 de mes anciens élèves qui sont d'anciens chefs de clinique, roumains, exerçant dans des hôpitaux français, et 2 ou 3 à Paris d'ailleurs en ce moment. Parmi les 3, 2 jeunes femmes, dont une a épousé un chirurgien cardiaque roumain qui exerce également à Paris. Donc vous voyez que ça n'est pas une vue de l'esprit. Beaucoup de ces étudiants sont actuellement en formation et c'est un aspect que je voulais souligner qui bien entendu n'a pas grand-chose à voir avec le programme que nous a décrit très brièvement Gilbert Massard, que je remercie de la qualité de son exposé et surtout de sa motivation. Et je pense que c'est un autre aspect de la chirurgie solidaire que d'accueillir en France des étudiants qui sont de très grande qualité mais qui ne peuvent pas exercer dans leur pays. Je vous remercie. Merci, M. Grunenwald. Il reste le temps pour une question, et malheureusement une seule, pour la communication de M. Massard.